Pour développer ce second point, deux idées seront également abordées. D'une part, il s'agira de l'imprécision sur le choix de la voie naturelle de la révision constitutionnelle et d'autre part, de l'ambiguïté autour des dispositions susceptibles de révision en raison de la compétence autoproclamée du juge constitutionnel. Commençons par la première idée, à savoir l'imprécision sur le choix de la voie naturelle de la révision de la Constitution. Une double interrogation se pose ici. D'une part, le référendum est-il la voie naturelle, obligatoire et prioritaire prévue par le constituant pour la révision constitutionnelle? D'autre part, le référendum et le vote à la majorité des 4/5 des députés s'excluent-ils mutuellement? Autrement dit, si on choisit la voie parlementaire, peut-on ensuite choisir d'aller au référendum, notamment en cas d'échec de la voie parlementaire? Selon M. Moïse Dallaye, le référendum est la voie naturelle, principale, prioritaire pour réviser la Constitution béninoise. C'est dans ce sens qu'on doit lire la première particule de l'article 155 qui dispose que la révision n'est acquise qu'après, on entend ainsi, à la seule condition qu'elle ait été approuvée par référendum. Pour cet auteur, la seconde particule, c'est-à-dire sauf si le projet ou la proposition de révision en cause a été approuvé à la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale, cette particule, disais-je, doit demeurer l'exception, c'est-à-dire la voie supplétive au référendum. Et il précise que c'est une voie que l'initiateur de la révision a l'obligation de choisir dès le début de la procédure et non en cours. D'où la question du choix à opérer ou non en début de procédure, j'y reviens instamment. Selon une autre opinion, le référendum n'est ni la voie principale et donc prioritaire, ni la voie exclusive. Il est plutôt l'une des deux voies d'adoption de la révision constitutionnelle au Bénin. Non seulement les initiateurs de la révision peuvent recourir à la voie purement parlementaire, mais aussi, tenez-vous bien, y recourir après échec de la première voie. Face à l'insuffisance de clarté de l'article 154 et pour pallier l'incomplétude de l'article 155 sur les dispositions constitutionnelles afférentes au référendum, il faut se référer au bloc de constitutionnalité. En allant donc chercher à l'article 3 de la loi organique numéro 2011-27 du 18 janvier 2012 portant condition de recours au référendum, on lit que cet article dispose le projet ou la proposition de révision de loi référendaire doit mentionner dans son intitulé son caractère de loi référendaire. C'est-à-dire tout simplement que tout projet ou toute proposition de loi portant révision de la Constitution et ne mentionnant pas son objet de loi référendaire ne saurait être soumis à référendum. D'ailleurs, l'attitude institutionnelle des députés membres de la majorité parlementaire consistant à introduire cet été devant le Parlement un projet d'amendement de la loi organique sur le référendum en atteste. Mais suffit-il qu'une loi porte le caractère de loi référendaire pour être soumise à une adoption parlementaire? Rien n'est moins sûr. Finalement, la complexité de cet article 55 de notre Constitution fait qu'il est difficile de dire qui des uns ou des autres a raison. Une incertitude se dégage tout de même. La certitude est la suivante. Le référendum n'est pas conçu comme une voie de révision supplétive à la tentative de révision par voie parlementaire. Le recours au référendum n'est ni une roue de secours, ni une voie de substitution quand on s'engouffre sur l'autoroute de la confiscation parlementaire du pouvoir constituant. Demeure après cela une incertitude. Tel que libellé, cet article, à la différence de l'article semblable ou analogue de la Constitution française de 58, n'a pas été assez clair sur la question de savoir qui du peuple par référendum ou des parlementaires représentants du peuple a voix prépondérante, a voix principale dans la procédure de révision. Il va donc falloir le réécrire, tout comme il va falloir réécrire l'article 156 qui porte sur les obstacles à la révision constitutionnelle. Pour développer cette idée, on se prêtera à un double examen basé l'un sur les normes ne pouvant faire l'objet de révision et l'autre sur la compétence imprévue mais autoproclamée du juge constitutionnel béninois pour
contrôler le pouvoir de révision constitutionnelle. En ce qui concerne les normes, il y a une qui est circonstancielle, qui est une limite circonstancielle, et l'autre qui sont les deux autres qui sont des limites matérielles. La limite circonstancielle, c'est l'interdiction de réviser la Constitution en cas d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Les limites matérielles, ce sont l'interdiction de réviser la Constitution, de réviser le principe de la laïcité et la forme républicaine de l'État. Deux éléments essentiels sont à retenir en rapport effectivement avec deux décisions incontournables de la jurisprudence constitutionnelle béninoise. Ces décisions sont incontournables d'abord parce que le professeur Monengo les a mentionnées ce matin. Elles sont aussi contournables parce qu'elles font partie des décisions les plus commentées. Elles ont été autant louées que critiquées par les langues les plus habilitées. À titre d'illustration, elles ont fait dire à M. Stéphane Boll qu'en droit, partout en droit, il veut sous-entendre, sauf au Bénin, le pouvoir de révision peut pratiquement tout faire. Comme pour dire que le juge constitutionnel béninois est exceptionnel. Le premier élément, c'est que les dispositions de l'article 156 ont toujours paru claires, sans ambiguïté, jusqu'à ce que se pose, en 2006, la question de la compétence du juge constitutionnel pour contrôler une loi de révision constitutionnelle, une proposition en l'occurrence. Ainsi, à l'occasion de la décision DCC 0674 du 8 juillet 2006 de la Cour constitutionnelle, la Cour consacra le principe submentionné du consensus national en principe à valeur constitutionnelle. Au-delà de la règle ainsi posée, c'est le fait que la Cour, saisie d'une telle décision, se soit déclarée compétente là où la Constitution ne lui reconnaît expressément aucune attribution en la matière qui intrigue. Cela intrigue car, ainsi que le relève l'analyse du professeur Martin Léou, les révisions constitutionnelles en Afrique échappent pour l'essentiel au contrôle juridictionnel. C'est bien cette originalité fascinante de la Cour constitutionnelle qui fait dire qu'elle a autoproclamé sa compétence en matière de révision constitutionnelle. Le second élément, c'est sans doute la plus audacieuse cause jurisprudentielle de l'ambiguïté autour des dispositions insusceptibles de révision et non citées expressément par l'article 156 de la Constitution. Elle trouve sa source dans la décision DCC numéro 2011-067 du 20 octobre 2011, dite décision option fondamentale. Dans cette décision, la Cour, saisie d'un contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique submentionnée portant sur le référendum, n'a pas tremblé avant d'ordonner la réécriture de l'article 6 de la dite loi. En effet, dans une interprétation très osée de la Constitution, la Cour a considéré que ne peuvent faire l'objet de questions à soumettre au référendum, notamment les options fondamentales de la Conférence nationale de 1990, notamment le mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois, la limite d'âge de 4 ans au moins et 70 ans au plus pour les candidats à l'élection présidentielle, ainsi que le type présidentiel du régime politique au Bénin. Ce faisant, la Cour en a dit beaucoup plus que la Constitution. La Cour a même dit ce que n'a pas dit la Constitution. Elle est allée au-delà de la Constitution, incarnant ainsi ce que les publicistes appellent le gouvernement des juges. Si bien qu'aujourd'hui, l'on sait exactement où commencent les limites de la révision, mais on ne sait pas exactement où s'arrêtent ces limites. Pour preuve, il y a le fait que le gouvernement actuel ait initié en 2017 un projet de révision constitutionnelle changeant aussi bien le nombre et la durée du mandat présidentiel, alors que la décision option fondamentale impliquerait implicitement une impossibilité de réviser cela. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre bienveillante attention.